Des rebelles centrafricains attaquent le Cameroun. Des rebelles de la Séléka tuent un policier camerounais. La presse nationale n'y est pas allée dans le sens du poil pour qualifier l'incident survenu lundi dernier à l'Est, plus précisément à Toktoyo. Incident qui a fait un mort parmi les forces de défense du Cameroun à la suite d'une nouvelle attaque perpétrée par ce groupe rebelle de la République centrafricaine. Et puis on parle de cette faction dissidente d'enseignants qui a été interpellée hier à Yaoundé alors qu'ils observaient un sitting devant les bâtiments de la primature, mais également celui du ministre de l'enseignement de base, une faction dissidente donc du SNICOM, entendez, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres d'école. Voilà pour le sommaire de la vraie émission. Madame, monsieur, mille fois merci pour votre fidélité. Vous qui êtes toujours aussi nombreux à nous suivre lorsqu'il est 18h au Cameroun, 17h en temps universel. C'est la vraie émission, votre tri-hebdomadaire qui a droit de citer. Vous le savez ici, le principe du débat contradictoire, c'est notre credo. Tout de suite, la première transition, ce sont les potins. Des potins dont nous allons parler de ce contentieux des municipales qui accourt actuellement à travers la Chambre administrative de la Cour suprême, actant en lieu et place du Conseil constitutionnel. L'interprétation, vous le savez, de la loi divise au sujet de cette fameuse notion de composante sociologique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'audience publique relative donc au contentieux préélectoral du 30 septembre prochain, qui s'est tenu le 20 août dernier à Yaoundé, a fait surgir la polémique autour de cette notion consignée dans le Code électoral, article 171 alinéa 3, laquelle parle clairement des différentes composantes sociologiques de la commune et du genre qui doivent être prises en compte dans la constitution des listes de candidatures en lice pour les juges électoraux. Problème, c'est que le contenu sémantique de cette notion reste vague et laissant libre cours donc à des interprétations diverses sur la vingtaine de recours qui a donc été examiné par l'auguste chambre via sa chambre administrative. Cette notion, objet donc de nombreux recours en annulation, a donné des sueurs froides à la collégialité. Parlons du scrutin du 30 septembre prochain et parlons de ce temps des alliances ou de ce jeu des alliances. Le Manidem a donc annoncé, c'était hier 20 août 2013, au cours d'un point de presse, une alliance avec le Social Democratic Front, l'UDC, et le PADEC, une plateforme qui intervient au lendemain de la mise sur pied du Front des forces progressistes et l'Alliance des forces pures. Il faut dire que l'absence des mandataires des autres forces politiques à cette rencontre avec les hommes de médias a jeté un sérieux doute sur la faisabilité de ce concept présenté par Anissé Ekanel, le président national du Manidem. Parlons d'invasion à présent. La Séléka attaque donc le Cameroun. Les forces rebelles de la Centrafrique ont donc décidé de perpétrer des coups ici au Cameroun. Ceux qui étaient donc auteurs en tout cas du putsch du 24 mars dernier en RCA sèment désormais la terreur du côté de l'Est du Cameroun. La presse parle d'exécution des éléments de force de défense dans cette région, des exactions qui ont donc atteint un pic lundi dernier avec l'assassinat de Ndalengando, l'un des chefs de poste frontière de la Sûreté nationale, un officier de police deuxième grade qui a donc reçu plusieurs balles lors d'une attaque à la frontière avec la République centrafricaine. Il faut dire que depuis septembre, la presse a relié des exactions perpétrées par ces forces rebelles dans cette partie du terroir. Parlons d'éducation et parlons de ces enseignants qui sont gardés à vue depuis lundi à la suite d'un ordre donné par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 3e. Selon nos confrères du journal Mutation, en date de ce 21 août, une vingtaine d'enseignants qui tentaient d'observer un sitting devant les bâtiments de la primature, entendez les bâtiments du Premier ministre et le MINEDUB, le ministère des enseignements de base, ont donc été interpellés. Il s'agit des enseignants issus du syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres d'école, placés donc en garde à vue au commissariat central numéro 1.
Parlons de la caisse autonome d'amortissement et les manœuvres qui sont en colère. À l'origine de cette montée de tension, le non-paiement des salaires des ouvriers, des comptes de l'entreprise prestataire et le manque de moyens matériels, selon nos confrères du journal Mutation, paru également ce matin. Les travaux de construction de l'immeuble siège de la caisse autonome d'amortissement sont désormais aux arrêts. Parlons de la Somalie à présent et la poliomyélite qui sévit. Cette maladie contagieuse et paralysante qui touche principalement les enfants se propage donc à une vitesse frénétique dans ce pays. La situation est inquiétante. Les organisations non gouvernementales se sont prononcées et ce de temps bien que le virus de la poliomyélite avait été annoncé comme éradiqué dans ce pays depuis 2007. Parlons de l'Irak à présent et ses exécutions en cascade. Près de 17 personnes, dont un Égyptien, ont donc été exécutées selon la presse internationale. Un mois après l'évasion spectaculaire de 500 prisonniers réputés proches du groupe Al-Qaïda, un incident qui aurait mis en mal la popularité de Nouri al-Maliki, le premier ministre irakien. Et puis au Nigeria, c'est cette inondation à Agadez qui fait l'objet de l'actualité. Un peu plus de 100 000 mètres ont été donc engloutis par les eaux. 2 personnes ont donc trouvé la mort à la suite de ces inondations dans le nord du Niger. Voilà pour la première articulation de votre émission. Tout de suite, je vous propose que nous fassions un second halte pour accueillir notre invité. Notre invité est lauréat de la faculté de médecine douce et de psychologie humaniste en France. Il est fervent défenseur de l'alimentation biologique et de la médecine douce et de la pharmacopée traditionnelle. Il est le précurseur de la célèbre méthode minceur 3ZH, présentée donc comme un antidote contre l'obésité. Un homme politique également, puisqu'il est le président national du mouvement républicain pour la défense et la valorisation du Cameroun, un parti politique qui est donc en gestation. Il est le secrétaire général de la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun. Il est également responsable d'un cabinet spécialisé en marketing et communication, opérateur économique, auteur de plusieurs ouvrages, la dernière en date étant intitulée Réussir sa carrière politique. Notre invité est avec nous, Dr Clément Pichioko. Bonsoir et bienvenue à La Vraie Émission. Bonjour Monsieur Sanjo, comment ça va? Je vais très bien, et vous? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Alors, on pourrait commencer ainsi. Vous avez plusieurs casquettes. Comment on fait pour concilier autant de responsabilités? Alors, c'est simple, hein. Je me retrouve à avoir plusieurs casquettes tout simplement parce que, voilà, animé par le désir et l'ambition, voilà, d'être utile pour mon pays et d'être utile à ma société. Et voilà, lorsque l'inspiration arrive, voilà, je me déploie dans le sens de l'inspiration et ça donne ce que ça donne. Voilà, alors, j'aimerais simplement m'intéresser à quelques-unes de vos casquettes. Homéopathe, psychologue, écrivain, président de l'Association des médecins naturopathes et homéopathes, président directeur général de Morgan & Wilfrid Laboratory, secrétaire général de la fédération que j'ai suscitée. Ça ne fait pas beaucoup de casquettes pour un homme? Non, pas du tout. Il y a des personnalités ici au Cameroun et ailleurs qui ont des multiples casquettes elles aussi. Donc, je pense qu'il faut plutôt exploiter ses dons, exploiter ses talents et mettre, n'est-ce pas, en exergue et au profit de l'humanité ses connaissances. Docteur Clément Pichioko, parlons de votre dernier ouvrage en date. Je rappelle que c'est un ouvrage d'un peu plus de 51 pages, pour être plus précis. Réussir sa carrière politique, j'aimerais qu'on s'arrête là. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Vous aviez le sentiment aujourd'hui que ceux qui étaient dans l'arène politique au Cameroun n'y étaient pas parce qu'ils avaient des objectifs, un but et puis une finalité? Oui, voilà. Il faut dire déjà que l'ouvrage a environ 151 pages et que, effectivement, les motivations sont nombreuses. Vous savez, la réussite en politique en Afrique est parfois jonchée de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de préjugés et
de beaucoup, n'est-ce pas, de, comment dire cela, de préjugés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entament une carrière politique pensant qu'il faut absolument être fils d'un président d'un parti politique. Il y a beaucoup de gens qui engagent une carrière politique pensant qu'il faut voilà, aller verser, je sais pas, du sang humain sur des crânes, je sais pas, à travers les crimes rituels. Voilà, il y a beaucoup de gens qui hésitent d'entamer une carrière politique parce qu'elles se disent qu'il y a des gens qui naissent politiciens, il y a des gens qui naissent président de la République, il y a des gens qui naissent ministres ou encore députés. Très bien. Réussir sa carrière politique, c'est un ouvrage qui montre, qui démontre à suffisance on va le disséquer largement, voilà, Dr Clément voilà. Pitsoko, on va le disséquer, mais j'aimerais que l'on s'arrête un peu sur ses motivations pour le comprendre. Le Cameroun, plus ou moins, a effectué ce que l'on appelle l'ouverture démocratique depuis les années 90. Il y a plusieurs précurseurs, en tout cas, de ce multipartisme, entre guillemets, observé aujourd'hui à travers la pluralité des partis politiques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question de savoir, est-ce que le Dr Clément Pitsoko n'est pas assez prétentieux de vouloir donner des leçons à ses grands frères qui sont en politique depuis une vingtaine d'années? Écoutez, comme je l'ai dit, j'ai observé comment la politique se fait au Cameroun et en Afrique. Je me suis dit, est-ce qu'il est normal que pour devenir ministre, est-ce qu'il est normal que pour devenir sénateur, ou encore député, ou encore maire, qu'on se rende chez à l'amimbo du quartier, faire des incantations parce qu'on veut devenir ministre, ou encore député, ou encore président de la République. Et l'actualité le démontre à suffisance ces derniers jours, avec les crimes rituels, avec tout ce que nous subissons, n'est-ce pas, dans nos quartiers, dans nos villages, etc. Est-ce que vous avez la certitude, par exemple, que les crimes rituels comme ceux dénoncés il faut lire, ont un rapport avec l'ouvrage du docteur Atibayene pour le comprendre. Il faut lire les nombreux ouvrages également publiés au Gabon. Vous savez que dans cet ouvrage, le docteur Charles Atibayene dénonce ces pratiques. Absolument. Et effectivement, ces pratiques ont un lien avec le pouvoir ou encore la sanction politique. On ne fait pas des crimes rituels pour le faire. On fait des crimes rituels pour un but. Et effectivement, ces gens-là pensent qu'en faisant cela, on pourrait facilement accéder à des postes politiques ou encore à des postes politiques beaucoup plus importants. Pourtant, il y a toute une théorie, il y a tout un ensemble de préceptes, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en pratique pour accéder, n'est-ce pas, à ces hautes fonctions politiques. C'est justement ce que j'essaye de présenter dans mon ouvrage « Réussir sa carrière politique ». Je pense qu'il faut le lire entièrement pour savoir qu'effectivement, un leader politique, ça se construit. Il faut le lire pour comprendre effectivement que la diplomatie, c'est très important chez un leader politique. Il faut le lire pour comprendre effectivement que le charisme chez un leader politique, ça se cultive. Voyez un peu, tant d'éléments, tant de préceptes, tant de théories développées et qui ont été, n'est-ce pas, récoltées auprès des personnalités politiques qui ont fait leur temps. Donc, ce n'est pas du hasard. Réussir sa carrière politique, c'est justement des références qui ont influencé la rédaction de votre ouvrage. Bien, lorsque vous lisez Nelson Mandela, par exemple, parce que j'ai pris des années à lire Nelson Mandela, son parcours, vous comprenez qu'effectivement, le jeune leader qui était Nelson Mandela avait des prémices, n'est-ce pas, pour être plus tard un leader. Non seulement un leader, mais un grand leader. Lorsque vous lisez Napoléon Bonaparte, par exemple, vous comprenez qu'effectivement, c'était des personnalités qui avaient une vision politique, qui faisaient une certaine programmation à devenir plus tard des grands leaders de ce monde. Lorsque vous suivez un peu la carrière du chef de l'État, le président Paul Biya, vous comprenez que c'était un monsieur qui avait une vision, qui avait une programmation pour le Cameroun et qui avait une vision de leader. Docteur, je vous entends citer pas mal de noms. Visiblement, vous n'en faites aucunement allusion à quelques noms venant de l'opposition camerounaise. Est-ce à dire que, selon l'analyse que vous aviez faite et la réflexion qui a suscité la rédaction de cet ouvrage, vous n'aviez décelé au sein de l'opposition aucune personne qui a ce profil que vous semblez décrire? Pour vous dire vrai, je suis déçu par l'opposition camerounaise.
l'opposition camerounaise gagnerait à s'inspirer des grands leaders de ce monde. Justement parce que nos opposants ont cette qualité, je le dis, qualité ou encore ce défaut, autant pour moi, d'être beaucoup plus individualistes et de prêcher par un certain nombre de négations. Pourtant, en scrutant le passé, en analysant l'histoire des grands leaders de ce monde, on peut savoir exactement ce qu'ils ont fait, comment ils ont procédé pour avoir le pouvoir. Le pouvoir se conquiert. Le pouvoir n'est pas facile du tout. Pour atteindre les sommets du pouvoir, il faut s'entourer d'un certain nombre de facteurs pour la réussite. Et je ne pense pas que pour le moment... Est-ce que vous avez tenu compte de l'environnement dans lequel, en tout cas, ceux qui ont plus ou moins suscité votre admiration et qui vous ont poussé à la rédaction de cet ouvrage-là, est-ce que vous avez apprécié l'environnement dans lequel ils ont évolué? Vous pensez que c'est similaire à ce que nous, on a connu au Cameroun? Vous savez, en psychologie, on lui dit toujours que l'homme intelligent, c'est celui qui sait utiliser les facteurs environnementaux pour s'élever, pour se développer et pour avoir la maîtrise d'un certain nombre de choses. Alors, si une opposition ne peut pas, à travers les éléments ou encore les facteurs de son environnement, puiser ceux qui peuvent l'aider à s'élever et à arracher le pouvoir, je pense que c'est une opposition nulle. Je pense qu'elle gagnerait à trouver des facteurs, des éléments propices à son élévation. Sinon, je pense que le côté adverse a tout intérêt à maintenir, à s'accrocher au pouvoir. C'est une lutte et je pense qu'il faut s'armer d'un certain nombre d'éléments ou encore d'atouts qui seront propices à vous élever au sommet. À travers cet ouvrage, donc, vous essayez en tout cas de livrer votre réflexion sur ce sujet relatif à cette carrière politique que certains souhaitent réussir au Cameroun. Quel est le message principal, le cœur du message qu'on peut retenir de cet ouvrage? Je l'ai parcouru abondamment, il y a des sujets assez intéressants. C'est vrai qu'il est assez digeste puisque vous l'aviez écrit plus ou moins en français accessible pour prêter à l'expression généralement utilisée. Quel est le message central qu'on peut tirer de cet ouvrage? Alors, le message central qu'on peut tirer de l'ouvrage Réussir sa carrière politique, c'est qu'un leader, ça n'est pas comme ça. Un leader, ça se prépare. Un leader a une vision. Docteur, est-ce qu'au sein de l'opposition qui est la nôtre aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que les leaders politiques que l'on a, pas ceux de la toute nouvelle génération, ceux d'une certaine génération, peut-être ceux qui sont de la même génération que le chef de l'État actuel, n'ont pas été forgés dans le moule de ce que vous semblez décrire? Vous n'avez pas ce sentiment-là? Non, je n'ai pas ce sentiment. Justement parce que lorsqu'on a une vision, on lutte, on maintient sa vision jusqu'à obtenir un résultat. C'est ce qu'ils font, hein, à moins que vous m'expliquiez le contraire. Que cette vision, la conquête du pouvoir a toujours été, en tout cas, comment on appelle ça, au sommet des préoccupations de l'opposition de notre pays, à moins que vous m'enseigniez le contraire. Hein. Bien sûr, mais quelle est donc cette vision? Parce que chaque leader devrait avoir une certaine vision. Alors, si vous créez un parti politique pour quelques années plus tard faire des alliances avec le parti au pouvoir, mais c'est justement ce que le parti au pouvoir attend. Si vous Est-ce que le principe de la démocratie ne laisse pas libre cours quand même à ce type d'idées-là? Justement. Encore que les alliances ne sont pas une nouveauté camerounaise. Vous savez qu'il y a des alliances ailleurs. Dans ce cas, ne vous plaignez pas que effectivement le pouvoir est constant, il est le même pendant les années. Si vous ne faites rien pour l'arracher, parce que le pouvoir doit s'arracher et on doit s'entourer de toutes les techniques, par quel procédé on tous les facteurs nécessaires. Comment vous proposez qu'on l'arrache? Par quel procédé? Il faut donc lire Réussir sa carrière politique. Merci, docteur Pichoko. En tout cas, on parcourait donc ce premier volet. Avec vous, on va essayer donc de parler également de politique. On va parler abondamment de sujets d'ordre politique. Vous avez peut-être également suivi les nombreux recours au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême, des recours relatifs aux élections municipales. On parle également de ce problème lié autour de la polémique sur la notion de sociologie, composante sociologique pour être plus précis. Vous également, vous arrivez à comprendre ce qu'on met, le contenu sémantique de cette notion-là, qui visiblement a du mal
à trouver un consensus au niveau à la fois de la collégialité, mais également des partis politiques qui ont adressé des requêtes. Alors, je suis d'accord sur ce point. Vous savez, dans un pays, la démocratie, pour qu'elle marche, il faut une certaine séparation du pouvoir. Et le pouvoir judiciaire... Le pouvoir est séparé? Le pouvoir judiciaire doit faire son travail, le pouvoir politique fait son travail, etc. Chacun doit jouer sa partition pour qu'effectivement, on puisse avoir un Cameroun parfait demain. Alors, chacun a la responsabilité du Cameroun qui sera demain. Donc, il est inutile de rappeler qu'effectivement, si nous jouons mal notre partition, si l'opposition joue mal son rôle, si le pouvoir judiciaire joue mal son rôle, le Cameroun de demain, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Docteur Donc, il faut attirer l'attention dans le cas d'espèce aujourd'hui. Maintenant, compte tenu de la sociologie, les composantes sociologiques, je pense alors, qu'est-ce qu'on y met finalement dedans? Parce que c'est un sujet qui aujourd'hui fait important, l'objet d'un grand débat, oui, d'une polémique, parce qu'on a du mal à déceler le contenu de cette notion-là, qui est plus ou moins vague, puisque dans le code électoral, vous ne me le démentirez pas, on ne dit pas plus autre chose que composante sociologique et tenir compte des genres pour la constitution des dossiers de candidature. Est-ce que là encore, on peut dire que finalement, non, je pense que c'est très important en démocratie. Il faut sauvegarder le droit des minorités. Les minorités également ont le droit, n'est-ce pas, à avoir une place au soleil. Donc, selon vous, parler de composantes sociologiques, c'est faire allusion aux minorités. Il est important, n'est-ce pas, dans une démocratie, de tenir compte de toutes les composantes sociales. Voyez un peu. Ce n'est pas parce qu'il y a une minorité des infirmes, effectivement, qu'on va laisser les infirmes, qu'on ne va pas s'occuper des infirmes, ou encore qu'on va penser que ces infirmes n'ont pas le droit de voter, ou encore n'ont pas le droit à apporter, n'est-ce pas, leur contribution à l'édification de leur nation. Ce n'est pas parce qu'on a une minorité de pygmées qu'on va laisser ces pygmées à l'écart, n'est-ce pas, de cette construction d'une nation démocratique. Je pense que la composition sociologique, elle est très importante. Encore que, au sein, n'est-ce pas, de notre futur parti politique, nous préconisons une démocratie consensuelle. Une démocratie consensuelle, c'est une sorte de consensus national où chacun aura, n'est-ce pas, comment dire cela, chacun aura l'impression qu'il apporte du sien directement à l'édification de la nation, à la consolidation de la démocratie. Très bien, on parlera peut-être de votre parti politique une fois qu'il aura vu le jour. On rappelle que c'est juste un projet encore en gestation. Intéressons-nous à un second sujet d'actualité, celui relatif à ces alliances observées. Je l'ai indiqué en première partie de ce programme. On nous a annoncé une forme d'alliance, une plateforme au niveau du Manidem avec quelques partis de l'opposition, le SDF, y compris l'UDC, et des partis d'opposition donc qui veulent plus ou moins combattre le RDPC dans le cadre de ce jute électoral annoncé pour le 30 septembre prochain. La question que je voudrais vous poser, le docteur Clément Pichoko, c'est celle de savoir comment est-ce que vous percevez ce jeu d'alliance-là. Ce n'est pas le premier puisque l'alliance des forces pures avec le PURS et autres partis politiques, le PS, s'était déjà mise en branle dans ce même sens-là. Vous y croyez-vous que c'est une solution qui permettra finalement peut-être d'engranger un peu plus de lauriers que les précédentes élections municipales et législatives? Alors, je l'ai toujours dit, évitons de faire de la comédie. Voyez un peu, pour la construction d'un pays, nous avons besoin des partis sérieux. Nous avons besoin des leaders sérieux. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas des partis sérieux? Des Camerounais sérieux. Est-ce qu'il n'y a pas des partis sérieux au Cameroun? Imaginez une alliance qui est tout simplement faite pour quelques mois et après, voilà, c'est des dissidences, chacun est de son côté. Je ne pense pas que ce genre d'alliance qui fera développer et évoluer notre pays. Il faut des alliances vraies, il faut des alliances durables, parce qu'effectivement, ces alliances doivent être fondées sur des visions à long terme. Et je pense que c'est un début de solution, n'est-ce pas, pour faire face à un pouvoir qui est bien organisé, à un parti qui est très bien organisé. Vous y croyez sur la pérennité de ces alliances-là? Vous pensez que ce sont des alliances qui sont porteurs d'espoir ou alors porteurs d'illusions? Nous avons besoin des leaders sérieux.
Nous avons besoin des partis politiques qui ne veulent pas tout simplement avoir un peu d'argent ou encore se faire un nom, mais nous avons besoin des partis politiques qui ont une vision pour leur nation, une vision pour leur État et, n'est-ce pas, qui sont là, n'est-ce pas, qui sont un peu là pour le peuple. Et je pense que si ces partis politiques ont, par définition, ces qualités-là, je pense qu'on peut arriver à construire des alliances qui pourront participer à quelque chose dans l'édification du Cameroun. Sinon, ce sont des alliances factices, voilà, pour faire un peu de comédie. Face à un pouvoir qui est plus ou moins, vous l'aviez dit tout à l'heure, bien organisé, une sorte d'alliance comme ça, si elle arrivait à se concrétiser encore, que je rappelle que lors du point de presse du Manidem, on n'a pas beaucoup vu, ou alors on n'a pratiquement pas vu les autres forces d'alliance, hein, si ce n'est M. Anissé Ekane. J'aimerais simplement qu'on s'interroge. Je pensais visiblement que c'est une solution face à un pouvoir qui est bien organisé, face à un parti politique au pouvoir qui a une très belle organisation. Est-ce là une solution ou oui, alors... je l'ai dit, ça peut être une solution si ce n'est pas quelque chose de façade. Si on ne le fait pas pour montrer sa bonne foi, pour attirer un peu de militants ou encore de sympathie vers son parti. Si c'est des alliances sérieuses, si c'est des consensus sérieux, si c'est des personnes, si des leaders, si c'est des leaders alors, qui veulent vous parlez visiblement au conditionnel, un peu comme si vous aviez, vous aussi, le sentiment que l'opposition camerounaise n'est pas sérieuse. Je l'ai dit tantôt. Je suis déçu par l'opposition camerounaise. Voyez, lorsqu'on va en guerre, il faut s'armer, il faut vraiment s'armer pour être sûr d'une victoire. On ne va pas en guerre face à un ennemi aussi redoutable en rang dispersé, avec des armes, je ne sais pas, si vous avez un adversaire qui a, je ne sais pas, une longue machette par exemple, ou encore un fusil de chasse à 250 coups, et que vous avez de votre côté juste un petit bâton et vous êtes en rang dispersé, voyez, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc il faudrait que l'opposition comprenne que ces alliances peuvent être porteuses. Si seulement si c'est des personnes qui sont, n'est-ce pas, animées par une vision pour leur pays, une vision pour le peuple et cette volonté ardue et tenace de conquérir véritablement le pouvoir. Sinon, ce sera encore un autre échec. Très bien. Parlons toujours de politique dans le cadre de cette première phase d'échange. Pour nous intéresser à ce que l'on a appelé l'apathie, je l'ai indiqué, l'on observe que le retrait des cartes biométriques sur les listes électorales fait plus ou moins problème dans quelques régions du pays. On parle d'un taux, un pourcentage de retrait qui friserait les 50% pour certains, moins pour d'autres. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que des gens aient plus ou moins la réticence à aller retirer leur carte d'électeur? Vous savez, il y a une différence entre l'Europe, les États-Unis, l'Afrique. En Europe, les gens ont dépassé un certain nombre de problèmes. La famine, le loyer, les problèmes quotidiens. Et ce qui fait qu'effectivement, on est beaucoup plus engagé à participer à la vie politique de son pays. En Afrique et au Cameroun en particulier, je dis, les gens souffrent. Il y a des problèmes quotidiens. Vous pouvez vous dire, bon voilà, je vais aller demain retirer ma carte d'électeur, mais demain, il vous faut trouver de l'argent de taxi. Vous n'avez même pas peut-être de l'eau pour boire, il faut peut-être, parce qu'il n'y a pas d'eau, il faut aller à 5 km puiser de l'eau. Il faut réfléchir sur la facture de ASONEL qui, ce mois, est venue peut-être le double du prix du mois dernier. Voyez, c'est des problèmes quotidiens qui amènent les Camerounais. Est-ce que cela peut expliquer justement que les Camerounais n'aillent pas retirer leur carte carte d'électeur pour accomplir ce devoir citoyen, justement, qui est près des Camerounais, qui est près du petit peuple? Est-ce que c'est là le problème, docteur? Il y a ce problème de fond, M. Sanjo. Les Camerounais ont d'autres problèmes que la vie politique de leur pays. Il y a d'abord des problèmes. Est-ce que c'est parce que finalement les Camerounais ne prennent pas conscience du fait qu'il s'agit de l'enjeu de leur pays qui est joué? Si? Pour vous rassurer? Ah, il y a plusieurs qui l'ont pas fait, justement parce que peut-être vous avez peut-être un salaire au-dessus du SMIC. Il y a beaucoup de Camerounais qui, heureusement, se sont fait inscrire, mais ils sont happés par les problèmes quotidiens, par les problèmes existentialistes. Voyez, il faut d'abord survivre avant de vivre. Je pense que c'est le problème
fondamentale du Camerounais. La vie devient de plus en plus chère, la vie devient de plus en plus dure. Voyez un peu, on n'arrive pas à survivre avec nos petits salaires. Et ça fait qu'effectivement, on n'est pas beaucoup plus engagé dans la vie politique, qui est certes... Même s'il s'agit de l'avenir de notre nation et du fonctionnement de nos institutions. De nos institutions, de nos pays, mais on pense d'abord à notre avenir, à soi. C'est-à-dire, on pense à la survie. Est-ce que cette sorte d'apathie, docteur Clément Pétioko, on ne peut pas également le remettre quand même sur le coup des nombreux échecs observés au sein de l'opposition du Cameroun et de ce que l'on a observé ces derniers temps au sujet de ces sortes de connivences entre certains partis d'opposition et le pouvoir en place? Et peut-être que les populations se sont dit finalement, on ne voit pas trop pourquoi un pourcentage réduit, on ira voter. Un pourcentage réduit, il faut dire que la classe intellectuelle, c'est-à-dire les Camerounais qui ont compris l'importance du vote, à un moment donné, se sont dit leur vote pouvait compter. Mais face à un certain nombre d'éléments qui leur permettaient de constater qu'effectivement leur vote n'était pas toujours pris en compte, alors il y a eu ce désintérêt. Ça, c'est dans la classe intellectuelle, c'est-à-dire des gens qui commencent à comprendre l'utilité du vote. Mais la plupart des Camerounais ont faim. La plupart des Camerounais vivent des moments difficiles parce que la facture d'électricité est chère. Il n'y a pas d'eau, même pour se nourrir, même pour prendre un bain. Et effectivement, le taxi... Docteur, vous parlez comme si le Cameroun était le seul pays qui connaissait ces problèmes. Je crois que la plupart des pays connaissent ces problèmes. Moi, je connais le Cameroun, moi, je connais également d'autres pays. Mais l'engouement pour le vote n'est pas le même quand même observé ailleurs. Justement parce qu'ailleurs, il y a peut-être une amélioration sur le plan. Mais monsieur Sanjo, si vous n'arrivez pas déjà à prendre votre taxi pour aller prendre votre carte de lecteur, comment vous allez faire? Si vous n'arrivez même pas à prendre votre petit déjeuner le matin, vous allez d'abord combattre, batailler pour prendre votre petit déjeuner. Vous allez combattre pour voir dans quelle mesure vous allez faire tout pour payer votre facture d'électricité avant que ASONEL devienne coupé. Hein? Il faut d'abord résoudre ces problèmes existentialistes avant de voir exactement l'utilité d'un carte de lecteur. C'est lorsqu'on arrive à résoudre d'abord ces problèmes. Vous voyez, vous n'avez pas de problème existentialiste. Vous êtes sûr d'avoir votre salaire à la fin du mois. Vous avez votre poste de journaliste, etc. Si bien que c'est parce que ces problèmes sont déjà résolus qu'il est possible donc de penser à votre carte de lecteur, de penser à un rendez-vous dans votre bureau, et les camps pour récupérer votre carte de lecteur. Merci ce qui n'est pas de faire un clin d'œil à la direction générale de la chaîne qui m'emploie pour parler justement de cette je dis est vrai. Il faut descendre dans les rues, il faut descendre dans les villages le pour paiement des salaires. Exactement que le Camerounais souffre. Hein? Le Camerounais, ce n'est pas celui de Yaoundé, ce n'est pas celui de Douala. Encore qu'à Yaoundé et à Douala, dans les principales métropoles, c'est à la traîne. Hein? Il y a un bon nombre, j'allais dire, un pourcentage très réduit des Camerounais qui ont pris. Quelle est la solution à votre avis, puisqu'on est quand même on est dos au mur, l'échéance électorale approche à grands pas, d'ici forcément le 30 septembre, on est parti pour les urnes. Quelle est la solution que vous, psychologues, puisque vous l'êtes également, vous proposez? Y a-t-il une solution pour permettre aux Camerounais de comprendre que c'est un devoir citoyen et que l'enjeu, c'est quand même l'avenir de notre nation qui se joue à travers ce scrutin-là? Comment on peut procéder? Oui, il faut le dire, et c'est un message que je vais adresser directement aux Camerounais. Nous savons tous que la vie est difficile. Nous savons tous qu'il y a des Camerounais qui ne mangent pas à leur faim. Nous savons tous qu'il y a des Camerounais qui dorment sans lumière, qui n'arrivent pas à suivre le journal télévisé parce qu'effectivement, il n'y a pas de courant à la maison. Nous savons qu'il y a des gens qui ont fait 2 jours sans boire de l'eau potable. C'est vrai, dans certains villages, c'est vrai. Nous savons également que les conditions de vie ne sont pas favorables à votre épanouissement. Mais sachez que c'est vous qui devez renverser la tendance en votant, en allant retirer votre carte d'électeur et en imposant votre voix, en imposant votre vote. Ce n'est que par là qu'on peut améliorer, ce n'est que par là qu'on peut changer le cours des choses. Très bien. Parlons d'un dernier sujet à présent relatif à l'économie. Vous le savez, le Cameroun a signé les accords de partenariat économique, des accords qui permettront donc ce libre-échange ou alors cette exonération fiscale de part et d'autre. Sauf que problème, le Cameroun demande en tout cas à l'Union européenne d'attendre encore un peu. C'est un peu la substance du message paru à travers l'ensemble des tabloïds également. Vous avez suivi cette actualité relative aux accords de partenariat économique. Votre analyse de ces accords-là qui seront tout au moins ou alors qui seront tôt ou tard ratifiés par l'État du Cameroun, qu'est-ce que vous pensez? C'est une aubaine pour notre pays? Alors, moi, il faut le dire, je suis panafricaniste.
Je pense qu'on gagnerait à la lumière de l'actualité. Avec un tissu, je vais le dire, un tissu économique ou alors industriel, entre guillemets, constitué d'un peu plus de 90% des entreprises issues des petites et moyennes entreprises, dont du secteur forcément informel. Vous pensez que c'est une solution? Ou alors on creuse notre tombe progressivement à travers ces accords de partenariat-là? Je pense que, n'est-ce pas, en tant que panafricaniste, je pense qu'il faudrait, avant de signer un quelconque accord, il faut tenir compte de la globalisation. Il faut réfléchir et voir exactement ce que nous gagnons en tant que Camerounais et ce que nous gagnons en tant qu'Afrique centrale. Justement parce que d'ici quelques mois, les frontières seront vraiment ouvertes. Il sera plus facile à un Camerounais d'aller et de venir au Gabon, d'aller et de venir en Guinée équatoriale. Docteur Pichoko, ça peut être un slogan, c'est une annonce Voilà. qui a été faite, mais vous persuadez que cela sera suivi des faits? Mais il faut que ce soit ainsi pour faire face à la globalisation. Si on ne fait pas ça, si effectivement le Camerounais de Bouddha, par exemple, ne peut pas facilement vendre son maïs qui est recherché au Gabonais de Doyem pour se faire de l'argent, si le Gabonais d'Oyem, qui a un salaire assez important parce qu'il veut manger des prunes, ne peut pas se les offrir, je ne sais pas, à Bafia très facilement, et qu'il soit obligé de substituer ces prunes par les pommes de France qui viennent par avion, qui soient plus chères. Et ces gens-là ont la possibilité de les faire venir en tonnes et de vendre cela aisément sur le marché africain. Je pense qu'on sera toujours à la traîne. Il faut faciliter les échanges dans la sous-région. Il faut faire même si on ne produit pas assez, vous le savez très bien, le Cameroun continue à dépendre largement. Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas assez? Pourquoi est-ce qu'on ne produit pas assez? Est-ce qu'on n'a pas de terres? Est-ce que les terres suffisent, à votre avis? Il faut déjà des terres. A-t-on la technique pour produire en masse, pour faire une agriculture intensive? Vous pensez qu'on a la technique et les moyens? Est-ce qu'on en a? Nous avons des connaissances, nous avons des savoirs. Il y a des intellectuels qui ont été formés des écoles de Polytechnique au Cameroun. Il y a des Camerounais qui ont inventé... Écoutez, M. Sanjon, il y a des Camerounais qui ont inventé des machines, des outils qui sont dans le tiroir parce qu'on ne veut pas valoriser ces Camerounais-là. Voyez un peu. Mais si la Chine est développée aujourd'hui, c'est parce qu'elle a commencé à faire des tracteurs qui roulaient peut-être à 2 à l'heure, qui avaient des moteurs qui ne fonctionnaient pas. Mais à force de s'outiller, à force de les perfectionner, ces Chinois sont en train de nous apporter leur aide aujourd'hui. Je pense qu'il faut commencer quelque part. Au Cameroun, en Afrique et dans le monde, on connaît les Camerounais comme des personnes très intelligentes. Ce qu'on n'a pas forcément. Très intelligente. Mais qu'est-ce qu'il faut pour maîtriser la technologie? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer nos enfants dans des écoles, n'est-ce pas? De mathématiques, de physique, etc. Et nous les avons envoyés. Il y a des ingénieurs qualifiés aux États-Unis qui y travaillent, qui sont camerounais et qui travaillent dans des industries de fabrication de ces machines-là. Il y a en Europe, franchement, des Camerounais que je rencontre tous les jours lors de mes voyages, mais qui veulent bien rentrer dans leur pays, apporter de leur savoir, de leur technologie. Très bien. Vous êtes-vous favorable à cette ouverture des marchés? Oui, je pense qu'il est possible. Nous avons des terres. Il faut une politique qui fasse... Vous savez que l'ouverture de ce marché ne saurait attendre, puisqu'on parle de cette imminence, forcément d'ici 2014. Est-ce qu'on est prêt, le Cameroun est prêt à faire face à cette ouverture-là? Qu'est-ce qu'il faut pour être prêt? Je pense qu'il faut tout simplement une volonté politique. Je dis, lorsque je vais aux États-Unis, lorsque je vais en Europe... Est-ce que vous ne parlez pas un peu... Est-ce que vous ne parlez pas comme ça, Dr Pichoko, parce que vous n'êtes pas au pouvoir et vous estimez que c'est plus facile? Qui n'attendent que la main tendue des gouvernants pour rentrer dans leur pays. Il faut tout simplement qu'ils soient sûrs que leur connaissance, leur technique, n'est-ce pas, leur savoir sera utilisé. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici, pour déposer un dossier au ministère, pour que le projet soit validé, qu'on fasse 1, 2, 3 ans, etc. Non, pas du tout. Je connais beaucoup de Camerounais qui sont venus au Cameroun avec leur épouse française ou américaine, avec des grands projets, qui sont rentrés parce que 6 mois après, le projet rien n'avançait.
Mais je pense qu'il faut tout simplement une volonté politique. Les Camerounais aiment leur pays. Vous pensez qu'il n'y a pas de volonté politique? Il faut... Mais on a effectué quand même un bond plus ou moins en avant. Imaginez, le Cameroun a des superficies de terrains fertiles qui sont inexploités. Mais si on mettait ces ingénieurs à la disposition, n'est-ce pas, à la disposition de notre environnement, si on leur donnait des moyens nécessaires, si on leur faisait confiance. Mais c'est simple, il faut tout simplement une volonté politique. Docteur Pichoko, est-ce que vous ne parlez pas ainsi parce que vous n'êtes pas aux affaires et forcément vous n'êtes pas très au fait des réalités que connaissent quand même les membres du gouvernement? Écoutez, pour faire venir des ingénieurs qui ont été formés dans des grandes universités, dans des grandes facultés, n'est-ce pas, qui forment ces personnes compétentes pour ces machines agricoles. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement, effectivement, qu'il y ait cette volonté politique, qu'il y ait des gens qui soient là pour que ces personnes aient confiance, aient cette possibilité de comprendre qu'effectivement leur pays peut leur accorder des facilités pour s'épanouir et apporter de l'heure à l'édification de leur pays. Je ne pense pas qu'il faut grand-chose, il faut tout simplement une volonté, il faut une vision. Et c'est de cette vision que vous avez très souvent appelé sur certains plateaux de télévision, le patriotisme économique. C'est cela que vous essayez d'expliquer en d'autres termes? Ou alors c'est une notion, je crois que vous avez plus ou moins employé dans quelques plateaux de télévision, parlant plus ou moins de votre projet de parti politique en gestation? Écoutez, les Camerounais sont très intelligents, mais ils utilisent mal leur intelligence. Voilà pourquoi, je l'ai dit dans certains plateaux... Vous n'avez pas l'impression que c'est une insulte à leur intelligence de dire ça comme ça? On le dit. Allez un peu actuellement aux États-Unis, allez un peu dans certains pays européens. Lorsque vous dites que vous êtes Camerounais, mais vous êtes Camerounais. Quelqu'un se souviendra qu'il y a un Camerounais qui a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et il faut être dans la réalité pour comprendre qu'effectivement, beaucoup de Camerounais évitent même de dire qu'ils sont Camerounais dans certains pays européens. Tout simplement parce que nos compatriotes ont brillé par une intelligence qu'ils ont utilisée de la mauvaise des manières qu'ils soient. Aujourd'hui, il est possible de reconquérir ces intelligences parce que les Camerounais sont très intelligents et ils peuvent donc mettre ces intelligences-là au service de leur pays. Et je l'ai dit, nous voulons participer à la valorisation du Cameroun, non pas seulement au Cameroun, mais également à l'extérieur. Parce que nous sommes dans un environnement qui tue les génies. Nous n'aimons pas que notre prochain évolue. Lorsque quelqu'un a mis sur pied, je sais pas, a inventé une machine pour, je sais pas, faire quelque chose de très intéressant, il suffit tout simplement que, si ce n'est pas les membres de sa famille, c'est des voisins, etc. Et deux jours, un mois, un an plus tard, on n'en parle pas. Je pense qu'il faudrait qu'on ait cette culture qui nous incite à pousser nos génies vers le haut. C'est comme ça que les sociétés occidentales évoluent. Et maintenant, il faut également que, effectivement, nous comprenions que nous devons protéger, valoriser l'image du Cameroun et du Cameroun. En procédant comment? Je serais intéressé de savoir comment on procède. Dans une économie de globalisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans une économie de globalisation comme la nôtre, nous avons des footballeurs talentueux. Nous avons des footballeurs talentueux qui peuvent accompagner, par exemple, les missions diplomatiques ou encore les missions économiques dans certains pays. Je crois que c'est déjà fait. Africains. Je crois que dans la dernière délégation du chef de l'État pour cette visite d'affaires en Turquie, on a retrouvé quand même Rigobert Sambala qui était quand même membre de la délégation. C'est déjà un effort. Mentionné et je pense que mon conseil a été suivi. Donc, il faudrait utiliser nos valeurs qui sont présents sur la scène mondiale. Parce qu'effectivement, lorsque vous partez signer un contrat, par exemple au Bangladesh ou encore en Malaisie, et vous voulez que ces gens-là vous construisent un stade de football. Si c'est moi, M. Pichoko, qui vient, je suis par exemple une grande autorité du sport camerounais. Lorsque je viens parler de ce projet, je dis, bon, voilà, mon pays veut un stade, est-ce que vous pouvez nous aider? Ce sera beaucoup plus difficile lorsque vous partez avec quelqu'un qu'ils connaissent bien comme un Roger Mila.
lorsque M. Roger Mila va se mettre devant, il va juste, Roger Mila, Roger Mila, ok, mais ce sera très rapide le langage. C'est ça le langage de la diplomatie. Il faut utiliser les atouts pour pouvoir atteindre un résultat. Et je pense que sur ce plan, il est important que le Cameroun utilise ses atouts. Il ne faut pas qu'on pense qu'effectivement, on va faire de Roger Mila, il sera encore beaucoup plus célèbre et il va peut-être miser ou encore il va avoir un œil sur le pouvoir. Non, pas du tout. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'effectivement Samuel Eto'o si on le rend beaucoup plus célèbre, va avoir... Non, je pense qu'il faut utiliser nos atouts. Docteur Clément Pichoko, valorisation des modèles pour essayer plus ou moins de faire venir des investisseurs. Je rappelle simplement que le dernier voyage du chef de l'État du côté de la Turquie, on avait quand même Rigobert Sambana. C'était très bien, mais on attend encore les retombées. Les retombées ont été là. On a vu les retombées à la télé, que ce soit au nord, que ce soit à Douala, etc. Les retombées étaient déjà là et je pense que ce genre de missions doivent être multipliées. Très bien. Juste une question pour sortir de cette première articulation. Vous voyagez beaucoup, vous avez sillonné la sous-région et d'autres pays. D'ailleurs, vous en parlez largement. J'aimerais vous poser une question. Vous qui sillonnez plus ou moins la sous-région Afrique centrale, vous avez le sentiment que qu'est-ce qui bloque pour que la libre circulation des biens et des personnes soit effective? C'est vrai que c'est un projet qui a été arrêté lors de la conférence extraordinaire de Libreville. Je crois que c'était le 17 juin dernier. Conférence auquel ne prenait pas part notre chef de l'État, malheureusement. Mais on avait finalement abouti à cette décision qui prendra visiblement effet d'ici le mois de janvier 2014. Vous qui sillonnez la sous-région, qu'est-ce qui bloque à votre avis la libre circulation des biens et des personnes? Je pense qu'il est d'abord, de prime abord, important que sur le plan communicationnel, qu'on fasse comprendre aux Camerounais, aux Gabonais, aux petits peuples, aux Guinéens, aux Congolais, l'importance de la libre circulation pour chaque citoyen de la sous-région. Il faudrait que, effectivement, chaque citoyen de la sous-région comprenne que... Mais on a l'impression qu'au Cameroun, on a compris, mais visiblement, les frères de l'autre côté ont du mal à comprendre cette réalité-là. Non, les Camerounais n'ont pas compris. Les Camerounais, quand même, vous allez au moins le reconnaître. Écoutez, on est peut-être l'un des pays les plus ouverts. Lorsque le Camerounais veut aller au Gabon, il veut y aller pas pour revenir au Cameroun, parce qu'il pense qu'au Gabon, c'est mieux. Lorsque le Camerounais veut aller en Guinée équatoriale, il pense qu'en Guinée équatoriale, c'est mieux. Vous reconnaissez au moins que le Cameroun est une terre d'hospitalité, Dr Clément Pichoko. Ça ne souffre d'aucune contestation. Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit donc, n'est-ce pas, qu'effectivement, il faudrait que les mêmes gouvernants des autres pays arrivent à insister là-dessus, à travers la communication, l'importance de l'ouverture. Sinon, franchement, l'Afrique sera détruite. Parce que nous sommes dans un monde d'intérêt. Et les gens vont continuer à utiliser la sous-région et l'Afrique en général comme une source de revenus, une source de matières premières et une source de matières premières intarissables. Il faudrait qu'on puisse s'armer d'un certain nombre de facteurs de rassemblement. Il faudrait qu'on puisse partager une vision futuriste. Il ne faut pas qu'on pense au Cameroun de maintenant. Il faudrait qu'on planifie déjà le Cameroun de demain. Tout en sauvegardant les intérêts du Cameroun, il faudrait déjà qu'on pense à un Cameroun au sein d'une sous-région, un peu comme les États-Unis où on a la Californie, on a l'État de Washington, on a l'État de Maryland, etc. Tous ces États sont fiers d'être dans un même grand État qui est les États-Unis. Et ils sont fiers, ils sont vachement fiers. Merci, docteur Clément. Merci, docteur. Je pense que demain, il sera très important pour un Camerounais de dire, c'est vrai, je suis Camerounais, mais je suis fier d'appartenir à l'Afrique centrale. Merci, docteur Clément Pichoko, pour cette première phase d'échange. Tout de suite, je vous propose que nous fassions un second arrêt pour accueillir l'articulation politique et société.
Société, donc nous allons parler des sujets, d'autres sujets également, relatifs à ces multiples casquettes que vous semblez aborder si fièrement. Je l'ai indiqué dans ce programme, le principe du débat contradictoire est notre leitmotiv. Et c'est donc clair que nous n'allons forcément pas caresser dans le sens du poil notre invité. Parlons de cette méthode minceur 3Z sur H. Une méthode que vous aviez annoncée comme révolutionnaire, comme une sorte de panacée ou alors un antidote pour être plus précis contre la minceur. Et puis, curieusement, le ministre de la Santé publique décide d'interdire la commercialisation de ce produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, la méthode minceur 3-ZUH vient de la formule minceur 3-ZUH, qui est effectivement une méthode révolutionnaire de perte de poids. Révolutionnaire justement parce que elle contraste avec toutes les autres méthodes de perte de poids qui sont parfois médicales, qui sont parfois chirurgicales. Ici, il s'agit d'utiliser des éléments de la nature, des éléments de la nature qui sortent, n'est-ce pas, de l'agriculture biologique, qui, à un moment donné, ont montré leurs preuves dans la lutte contre l'obésité. Alors, qu'est-ce qui explique, à votre avis, le fait que le ministre soit prononcé sur cette méthode je pense que vous semblez prôner et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un chevauchement entre le fait qu'on pensait que c'était une boisson amincissante naturelle et le fait que effectivement le ministère de la Santé pensait que le programme minceur 3-ZUH était un médicament. Voilà pourquoi nous avons introduit un dossier, n'est-ce pas, auprès du ministre de la Santé publique, qui étudie le dossier, n'est-ce pas, pour voir effectivement si le produit, le programme minceur 3-ZUH. Alors, qu'est-ce que le ministre reprochait concrètement à ce médicament, cet antidote pour les personnes qui voudraient perdre du poids? Qu'est-ce qu'on reprochait à votre produit? La qualité, le conditionnement, la posologie? Qu'est-ce qu'on reprochait concrètement à ce médicament? Non, le programme minceur 3-ZUH a fait tous les tests, et effectivement sur ce plan... S'il est homologué par certains, mais seulement, comme je le dis, effectivement, nous, lorsqu'on a mis sur pied le programme minceur 3-ZUH, on pensait que c'était une boisson amincissante naturelle, que ce n'était pas un médicament. Mais seulement dans nos écrits, dans nos ordonnances, etc., il y a eu quelques indications thérapeutiques, quelques éléments qui permettaient au ministère de la Santé de croire que ce produit était un médicament. Et vous savez, la publicité des médicaments, elle est interdite. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsque la publicité prenait de l'ampleur, le ministère de la Santé, c'était tout à fait normal. Donc vous pensez que cette plante qui a des vertus plus ou moins médicinales peut être réhabilitée, celle que vous avez transformée en... Mais le dossier est en étude au ministère de la Santé. Le dossier est en étude et j'ai foi que effectivement... Clément Pétioko, ça fait combien de temps qu'on étudie ce dossier? Vous avez le sentiment que cela va aboutir à la réhabilitation du produit? Écoutez, un médicament... Pour sortir un médicament d'un laboratoire ou encore pour homologuer un médicament, il faut parfois des années. Le médicament, c'est un peu comme un poison, mais un poison qui a été étudié pour être utile à la santé. Alors, si le programme minceur 3-ZUH est un médicament, normalement, il doit, n'est-ce pas, souffrir d'obéir à toutes ces règles-là, toutes ces règles scientifiques que doivent se soumettre tous les médicaments avant d'être homologués. Mais si effectivement, après, le ministère de la Santé se rend compte qu'effectivement, c'était plutôt un complément alimentaire, effectivement, et il fera exactement ce qu'il faut pour qu'effectivement le programme minceur 3-ZUH continue sa route. Et s'il se rend compte que c'est tout simplement une boisson amincissante, effectivement, il saura ce qu'il faut exactement pour qu'effectivement le programme minceur continue sa route. Mais j'ai foi pas seulement au Cameroun, mais dans tous les autres pays, je ne me déplace pour que effectivement cette boisson amincissante soit accessible à ces millions de personnes qui souffrent d'obésité et qui veulent échapper à la mort suite, n'est-ce pas, à ces maladies liées à l'obésité. Très bien. On vous a annoncé par une certaine presse comme étant une personne qui a été interpellée du côté du Gabon. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la commercialisation de vos produits. Est-ce que vous avez été arrêté au Gabon? Mais je pense que je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant. On vous a annoncé comme étant placé en garde à vue à la suite de plus ou moins la commercialisation de quelques produits qui étaient annoncés comme illicites sur le territoire gabonais. On vous pose la question parce qu'on vous a... C'est vrai que je l'apprends également, comme je l'ai appris dans certains journaux du pays, et je suis vraiment surpris.
La preuve, je suis devant vous et je reprends vos questions. C'était une détention. On peut le dire, docteur, c'était une détention, une garde à vue. Donc, forcément, on vous a libéré. Ben, pourquoi on m'a libéré? Donc, peut-être dans les journaux également, ces personnes ont dit pourquoi on m'a libéré. Donc, mais franchement, c'est vous qui m'apprenez également. Donc, vous n'avez jamais été inquiété ni interpellé par les forces de police du Gabon? Non, pas du tout. Ou mis en garde à vue? Non, pas du tout. Peut-être cette presse a été instrumentalisée par de nombreux détracteurs. Et vous savez, au Cameroun, j'en ai des détracteurs, il faut le savoir. Parlons justement de la presse. La presse a également relayé tout au long de cette semaine une affaire qui également défraie la chronique au Cameroun. Il s'agit de 2 médicaments, le Biostol et le Tracomacide 500, si je prononce très bien. 2 médicaments qui avaient été annoncés comme des médicaments susceptibles d'être commercialisés sur la place gabonaise. Et puis, il y a une sorte de correspondance qui aurait été adressée aux autorités de ce pays indiquant que des médicaments en question ou alors ces produits-là issus des plantes naturelles étaient nocifs pour la santé. Vous avez suivi cette actualité-là puisque je me rappelle également que le président de la fédération qui réunit donc les tradipraticiens et ceux de la médecine traditionnelle avait réagi sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé puisque votre nom a été plus ou moins cité dans cette affaire? Merci de me poser cette question. Vous savez, je suis légaliste, je respecte les institutions de mon pays, je respecte les décisions prises par mon ministre et le ministère de la Santé, qui est mon ministère de tutelle. Et, voyez, je préfère, parce que justement, le ministre de la Santé publique a, dans un communiqué de presse, interdit la vente, la distribution et le stockage des produits Biostol et des produits Tracomacide 500. La raison, c'est laquelle? Est-ce que c'est les raisons évoquées par les hommes de médias qui indiquaient qu'il s'agit de produits qui sont plus ou moins, pour le Biostol par exemple? Je voudrais vous relancer très rapidement, docteur, pour le Biostol. Quelques journalistes avaient clairement indiqué qu'il s'agissait quand même d'un médicament qui est extrait à partir des plantes qui sont cultivées au niveau du lac Nyos. Et on connaît un peu la situation de ce lac avec ce gaz qui s'était évaporé, qui avait fait plusieurs victimes. Donc il y avait des particules radioactives qui traînaient là-bas. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui explique que le ministre ait décidé justement d'interdire la commercialisation de ces produits-là? Ce que je veux dire, messieurs, je suis légaliste. Le ministre de la Santé publique a sorti une note, un communiqué de presse interdisant la vente, la commercialisation et la communication sur le parc Biostol et le Tracomacide. Est-ce que cela ne... Je m'en tiens là et je ne voudrais plus parler de ces produits, justement. Je ne veux pas être taxé de faire la promotion. Donc ça veut dire que c'est des produits qui ne sont pas... par le ministère de la Santé. Ça veut dire que c'est des produits nocifs alors à la santé. Je ne veux pas dire que c'est nocif, mais c'est des produits interdits à la vente et la communication sur ces produits, elle est même interdite. Et le communiqué de presse du ministre ampliait même, n'est-ce pas, à toutes les presses, à tous les organes de médias, de faire large diffusion, n'est-ce pas, de ce communiqué de presse pour que tous les citoyens du Cameroun, je rappelle que c'est quand soient même au courant qu'effectivement ces produits sont interdits de vente qui sont au des Cameroun. pratiquants de la médecine traditionnelle. Voilà, au Cameroun. Pour le moment, ces produits sont interdits de vente au Cameroun. Et qui les a fabriqués, docteur? Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce chemin. Qui a fabriqué ces produits? Demain, quand le ministère de la Santé va autoriser la vente de ces produits, je pense qu'on pourra revenir sur ce sujet. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, est-ce que vous n'avez visiblement pas le sentiment que l'interdiction de ces 2 produits qu'on a cités tout à l'heure peut expliquer le fait que finalement, au niveau de la pharmacopée traditionnelle, on a de plus en plus du mal à vous accorder du crédit? Vous savez, le ministère de la Santé a des spécialistes, a des techniciens qui, avant de décider de l'interdiction d'un produit, s'entourent d'un certain nombre de garanties, s'entourent d'un certain nombre de preuves. Je ne suis pas à leur place. Moi, je suis citoyen camerounais qui a également eu à sa connaissance la note d'interdiction du Tracomacide 500 et du parc Biostol. Et mon devoir en tant que secrétaire général de la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, c'est de relayer également l'information à d'autres praticiens, justement, pour qu'ils ne soient pas sous le coup
de la sanction, parce que justement, la note précisait également que tout établissement pharmaceutique, établissement qui se livrerait à la distribution, à la vente, serait sanctionné. Donc, mon rôle en tant que secrétaire général d'une fédération des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, c'est de veiller à ce que l'information soit diffusée pour qu'effectivement, est-ce que cela ne pourrait pas concourir justement à faire en sorte qu'on ne prenne plus les naturopathes, je sais pas, il y en a tellement, et tous les autres au sérieux quand on voit cette suspension de commercialisation et de tout, de stockage et tout ça. Est-ce que cela n'entache pas la profession qui est la vôtre? Vous ne vous sentez pas visé et touché par cette sanction-là? Pas du tout, parce que le Cameroun a une politique en matière de santé. Et en tant que Camerounais, nous devons évoluer, nous devons aider le Camerounais et le ministère de la Santé, n'est-ce pas, à promouvoir, n'est-ce pas, cette politique, à mettre sur pied ou encore à pérenniser cette politique gouvernementale en matière de santé. Et le ministère de la Santé a tout un service qui s'occupe de la médecine naturelle. Et je pense que lorsqu'on va dans ce service, on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un projet, il y a toute une vision pour la médecine naturelle au Cameroun. C'est vrai qu'effectivement, les choses vont un peu à pas tortue, mais notre devoir en tant que membre d'une fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle du Cameroun, c'est d'abord d'être du côté de l'État et ensuite faire des propositions à l'État pour améliorer le sort de la médecine naturelle camerounaise et bien sûr l'avenir et effectivement le sort des praticiens de cette médecine. Docteur Clément Pitseko, 2 questions pour sortir de cet entretien. Au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous faites concrètement pour assainir votre secteur d'activité? Il faut dire qu'on retrouve les marabouts, les charlatans qui se revendiquent avoir plus ou moins la science de cette médecine-là. On retrouve toute une série de personnes qui, très souvent, à la suite de plus ou moins des incantations publiques, essayent de promouvoir la guérison tous azimuts. Vous avez suivi au moins cette actualité d'aucuns qui indiquent qu'ils sont naturopathes, qui sillonnent les artères de la ville de Douala à la quête des clients, des patients. Je vais vous dire quelque chose. Vous faites quelque chose au niveau de la fédération, vous vous dites que nous, on n'a pas les moyens. Je suis surpris parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas né en Afrique, vous n'êtes pas né au Cameroun. J'ai l'impression que vous avez fait toutes vos études en France et que vous voyez trop les journaux français, etc. Vous savez, l'Afrique a des savoirs, l'Afrique a des pouvoirs, l'Afrique a des choses qui ont été regroupées et gardées par certaines personnes. Et ces personnes, elles peuvent être retrouvés parmi certains praticiens de renom qui sont dans les villages, qui sont dans les fins fonds des villages et qui font des choses exceptionnelles. Je le dis parce que je l'ai réalisé. Et ces personnes-là ont des savoirs qu'il faut mettre à la lumière. Voyez? Je vous dis, M. Sanjou, il est possible de redresser un os cassé, de remettre une fracture au bout d'1 mois maximum et que le monsieur marche. C'est des savoirs que l'Afrique a à sa disposition. Donc vous n'êtes pas pour... Donc, il ne faut pas taxer tous ces gens de charlatans, de marabouts, etc. Mon cher Sanjon, donc vous, au niveau de la fédération, vous partagez en tout cas ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que nous, au niveau de la fédération, moi, en tant que secrétaire général, ce que je fais, c'est que je sillonne les fin fond des villages pour détecter ces personnes qui ont du savoir, qui peuvent mettre ce savoir à la disposition de l'Afrique. Je pense que l'Afrique a besoin de ce savoir. Il y a des praticiens de cet ordre-là qui peuvent aider le Cameroun à détecter les auteurs des crimes rituels, qui peuvent aider le gouvernement camerounais à mettre fin, n'est-ce pas, à ces crimes rituels-là, en sanctionnant d'une manière africaine ces auteurs des crimes rituels. Vous voyez, c'est des savoirs qu'il faut regrouper, qu'il faut canaliser et qu'il faut utiliser. C'est ce que nous essayons d'ailleurs de faire au niveau de la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle du Cameroun. Et justement, d'ici, nous sommes dans une période électorale. En tant que secrétaire général, j'ai initié, n'est-ce pas, un projet qui va regrouper, n'est-ce pas, la cellule
la cellule parapsychologique, c'est-à-dire les anciens, les patriarches, tradis praticiens qui ont un savoir pour effectivement tout faire pour que la paix règne, parce qu'ils ont ce savoir, pour exactement voir dans quelle mesure ils peuvent, à leur manière, combattre les auteurs des crimes rituels et faire qu'effectivement, et si possible même, ce que nous essayons de faire au niveau de la fédération, parce que je suis leur porte-parole, parce que c'est des gens qui, le plus souvent, ne savent pas bien s'exprimer en français, mais ils ont ce savoir et dans la réalité, c'est des choses qui se vivent. Alors, il y a également possibilité de placer des satellites traditionnels, des satellites du troisième œil dans la plupart des quartiers pour voir exactement où est-ce qu'un crime rituel peut se passer demain pour informer le gouvernement le cas échéant. Donc nous sommes en train de regrouper donc, ces savoirs-là pour qu'ils soient utiles au pays. Et je pense que de ce côté également, la Fédération nationale des praticiens de la médecine naturelle et traditionnelle Cameroun sera très importante pour le gouvernement. N'oublions pas que elle ne regorge pas que, effectivement, cette cellule des puissants, entre autres, mais il y a également des naturopathes, ces personnes qui ont cette formation, ce savoir à utiliser les herbes à des fins thérapeutiques. Merci, il y a également les masseurs professionnels. Et je comprends que vous soyez en train de défendre votre chapelle. Hein. Merci en tout cas d'être venu dans le cadre de cette émission. 1000 fois merci de nous avoir accordé votre temps. J'imagine que j'indique à l'endroit de nos téléspectateurs que vous avez fait le déplacement depuis Yaoundé pour venir sur notre plateau. 1000 fois merci pour je suis vraiment honoré. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai à votre disposition. Une fois de plus, très bonne soirée, chers téléspectateurs. C'était donc le docteur Clément Petsoko, qui est homéopathe, psychologue, écrivain. Il est le président de l'Association des médecins naturopathes et homéopathes. Il est le président directeur général de Morgan en Wilfrid Laboratory. Il est également le secrétaire de la Fédération nationale des tradipraticiens et des médecins de la médecine traditionnelle du Cameroun. Voilà, c'est tout pour cette livraison de la vraie émission sur les antennes de la télévision LTM. Madame, monsieur, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir et bonsoir.